Les portes du palais de justice d'Albi s'ouvrent. Dans la salle, Jacques Viguier est soulagé. Il vient d'apprendre qu'il est acquitté du meurtre de sa femme. Après 10 ans de procédure, Jacques Viguier est définitivement innocenté. Durant les 3 semaines de son procès à rebondissement, il a toujours refusé de parler à la presse. Au lendemain du verdict, il se contente d'une déclaration lapidaire. Je suis venu par courtoisie pour vous. Nous avons, mes enfants et moi, vécu 10 ans d'horreur. 10 ans d'horreur. Je suis très heureux de ce résultat, mais je dois me reconstruire. C'est pourquoi nous vous demandons, mes enfants et moi, de nous laisser en paix. Je vous remercie. Jacques Viguier s'esquive. Il n'en dira pas plus. Mais pendant les 3 semaines de son procès, il a accepté que nous le suivions au quotidien. Entre espoir et angoisse, avec ses amis et ses proches, histoire d'un procès d'assises vécu par l'accusé au jour le jour, jusqu'au verdict. L'affaire Viguier commence le 27 février 2000. Ce jour-là, Suzanne, 38 ans, professeure de danse, disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. Très vite, Jacques Viguier, son mari, un professeur de droit toulousain, est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et d'avoir fait disparaître le cadavre. En mai 2000, Jacques Viguier est incarcéré, mais il se dit victime d'une machination policière. En avril 2009, Jacques Viguier est jugé à Toulouse. Bourré de médicaments, il se défend mal. Présenté comme un notable machiavélique, il semble condamné d'avance. Son principal accusateur est l'amant de son épouse, Olivier Durandet. Mais il n'y a aucune preuve formelle, pas d'aveu, pas de corps. Et le 30 avril 2009, Jacques Viguier est acquitté une première fois. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, mes avocats, le jury, tous mes amis. À la surprise générale, il sort libre au bras de ses 3 enfants qui l'ont toujours défendu. Olivier Durandet, l'amant accusateur, ne s'avoue pas vaincu. Il souhaite voir condamner Jacques Viguier. Mon combat continue toujours. J'étais venu pour savoir où était Suzy. Je ne le sais toujours pas. Donc moi, mon combat continue. En 2009, le parquet a fait appel de l'acquittement. Nous retrouvons Jacques Viguier chez lui. Son nouveau procès commence dans 2 jours. Depuis la disparition de sa femme, il vit seul avec ses 3 enfants dans la maison. Hier, c'était le 27 février. Ça va faire 10 ans, donc elle a disparu. Ça va faire 10 ans que votre vie est un enfer. Oui et non, parce qu'il faut arriver à prendre une certaine forme de détachement, en particulier ce qui a été dit sur moi, sur ce qui a été souvent une diffamation, etc. Donc bon, on finit par prendre patience. Ce samedi, Jacques Viguier a un rendez-vous avec son avocat. Jacques Viguier risque à nouveau jusqu'à 30 ans de prison. Dernier conseil de l'avocat. D'abord, sur le plan vestimentaire, je trouve que là, vous êtes bien habillé, c'est très bien. Comment vous sentez-vous, d'abord? Moi, je me sens à peu près bien, plutôt en forme, ce qui est important pour lundi. Bien. Vous savez que ça va être un peu long, un peu difficile. Vous avez prévu des moments de repos, un endroit où vous allez pouvoir vous reposer, être... Oh, je vais rester, j'ai loué un gîte à Albi, parce que ça me paraissait impossible de faire des allers-retours avec les 3 enfants, arriver tard le soir, repartir tôt le matin. Donc, un gîte à Albi, ça permettra d'être plus tranquille. Bon. Demain, vous vous reposez. Impérativement, demain, repos. Jacques Viguier doit encore préparer sa valise pour aller s'installer à Albi. Il ne reviendra dans la maison de Toulouse que durant les week-ends. – 18h10 dans RTL Soir. Est-ce le meurtre parfait ou l'accusé est-il victime d'un acharnement? Cette question se repose au procès en appel à Albi dans le Tarn de ce professeur de droit toulousain accusé du meurtre de sa femme. Normalement, j'ai été acquitté, on devrait me laisser en paix. Pourtant, certains n'ont pas hésité à continuer
à vouloir répandre une rumeur, à vouloir dire que j'étais coupable. Pourtant, la première décision aurait dû suffire. Non, il faut encore recommencer. Et c'est le plus dur. Le plus dur, c'est de recommencer alors qu'on a été déjà innocenté. Le gîte, loué à Albi par la famille Viguier. Lundi 1er mars. À 14 h, Jacques Viguier arrive au palais de justice, entouré de ses 2 avocats. À sa droite, le Toulousain Jacques Lévy. À sa gauche, un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, l'avocat aux 75 acquittements, dont son surnom dans le milieu, Acquittator. Déclaration ? Pas de déclaration à la presse. Leurs mots, leurs explications, ils les réservent pour la salle d'audience. Les débats sont présidés par Jacques Ricardi, un magistrat intransigeant qui a décidé de reprendre tout le dossier. Il est entouré de 2 autres magistrats et de 12 jurés populaires. C'est eux qui décideront si Jacques Viguier est coupable. Ce jour-là, l'audience est consacrée à la personnalité de l'accusé. Au même moment, mais à Toulouse, Olivier Durandais, l'amant de Suzanne, déçu par le verdict de la première instance, s'apprête à rejoindre Albi pour défier Jacques Viguier. Moi, ma recherche, elle n'est pas d'ordre judiciaire, elle est dans la recherche du corps de Suzy pour qu'enfin des gens puissent faire le deuil et poser des fleurs sur sa tombe. Donc voilà, on n'est pas dans le même contexte. Même si je prends des attaques dans la tête, je sais très bien que voilà, dans 2 mois c'est terminé. Olivier Durandais, on ne le connaît plus, quoi. Il n'y a plus de médias, il n'y a plus rien, voilà, c'est réglé. Mais, et puis on ne va pas réouvrir une enquête judiciaire pour regarder si c'est moi ou si c'est pas moi. Hein. Olivier Durandais arrive à Albi, mais au dernier moment, il renonce à défier Jacques Viguier dans le tribunal et reste à bonne distance du palais de justice. Pourquoi vous ne voulez pas trop vous approcher? Parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir un côté provocateur. C'est pas mon, je suis pas là pour provoquer, quoi. Je suis là pour d'autres trucs, pour d'autres raisons. Donc, là, vous êtes venu. Ouais, voilà, je sens que on serait arrivé à plusieurs, bon, à la limite, mais tout seul, ça me fait pas. Ça me fout la trouille, en fait. À proximité du tribunal, Olivier Durandais enchaîne les interviews. À chaque fois, l'amant charge le mari. Je pense qu'il s'est enterré dans un mensonge, avoué, ça serait avouer qu'il a menti à tout le monde pendant toutes ces années, avouer à la police qu'elle a gagné, qu'elle avait raison dès le début, que moi j'avais raison, c'est dire à ses parents, à ses enfants qu'il s'est foutu d'eux pendant 10 ans. Donc comment voulez-vous que maintenant il puisse, à moins qu'il y ait un sursaut d'humanité chez cet homme-là, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, merci. 17 h, fin de la première journée d'audience. Jacques Viguier a été à l'aise et a répondu sereinement aux questions du président. Pour les journalistes locaux qui ont suivi le premier procès, c'est un nouveau Viguier qui s'est présenté à la barre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils deviennent En tout cas, c'est un vrai personnage, quoi. C'est pas le Jacques Viguier un peu amorphe qu'on a eu en première instance. Voilà. C'est très différent. Moi, je m'y attendais, mais disons que là, je suis pas déçu. Maître Debuisson, avocat de l'accusation, se félicite de ce changement d'attitude de Jacques Viguier. C'est un autre Viguier, c'est incontestable. Plus difficile pour vous, pour la défense de l'intérêt des parties civiles? Non, je crois qu'au contraire, il se laisse aller, il est loquace et qu'il va répondre. Il ne pourra pas, sur les questions insidieuses et difficiles, il ne pourra pas faire semblant de ne pas comprendre ou ne pourra pas faire semblant de ne pas se souvenir comme il l'a déjà fait pendant tout le premier procès. Et là, je crois qu'il nous a donné l'exemple d'un homme qui avait une parfaite mémoire, il l'a dit d'ailleurs, qui avait retrouvé toutes ses forces et qui, à partir de là, va, je pense, nous amener à bien répondre
répondre à toutes les questions qui vont lui être posées, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Les journalistes se précipitent pour obtenir une réaction du nouveau Viguier. Mais il se dérobe sans dire un mot. Et il en sera de même pendant 3 semaines. Le soir, Jacques Viguier rentre au gîte qu'il a loué pour toute la durée du procès. À l'issue de cette première journée, il s'accorde une pause télé, seul devant la série policière, chapeau melon et bottes de cuir. Ça n'est pas grave, je vais servir le thé en attendant. Je pense que j'étais plus à l'aise qu'en première instance. Donc j'ai pu répondre aux questions avec plus d'énergie, avec plus de rigueur. Il est clair que j'ai tendance à être très réservé et discret, mais le temps passant, et puis ce que j'ai vécu pendant 10 années avec ma vie étalée partout, ça permet aussi de devenir plus loquace, d'avoir tellement de recul que finalement on n'a rien à cacher. J'ai rien à cacher, je suis innocent, donc je peux le dire sans problème. Deuxième jour d'audience. Olivier Durandel, l'amant accusateur, est rentré chez lui à Toulouse. En tant que témoin, il n'a pas le droit d'assister au procès. Il suit les événements à distance. Évidemment que je le suis, le procès. C'est 10 ans de ma vie. Et je me bats depuis 10 ans pour ça. Donc, évidemment que je le suis. Alors maintenant, il faut se débrouiller comme on peut. C'est-à-dire que j'ai la presse, j'ai Internet pour avoir le maximum d'articles ou la télé. Mais j'ai quelques amis qui peuvent aussi... parce que j'ai pas que des ennemis dans la vie, donc qui me relatent un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Mais à partir du moment où la justice ne me reconnaît pas le droit de victime et de me constituer partie civile, j'ai pas le droit d'assister. Voilà, c'est comme ça. Au tribunal d'Albi, l'intimité des Viguier est au cœur des débats. Lorsque Suzanne disparaît en 2000, le couple bat de l'aile. Ils sont mariés depuis 11 ans et font chambre à part depuis 2 ans. Dans cette affaire, la famille est divisée en 2 camps. Les sœurs de Suzanne, Carole et Hélène, sont convaincues de la culpabilité de Jacques Viguier. Mais la mère de Suzanne, Claude, pense que son gendre est innocent. À l'heure du déjeuner, elle retrouve son avocat. Elle accepte notre présence et elle n'est pas tendre pour sa propre fille. Ça n'allait plus dans le couple, les enfants, ça ne m'occupe pas du tout. Et je lui ai dit, tu n'assumes, je me rappelle lui avoir dit, tu n'assumes ni ton rôle d'épouse, ni ton rôle de mère. Elle est sortie en boîte avec sa sœur en faisant la Java, et pendant ce temps, c'était le mari qui gardait les 3 gosses. Attendez, je ne peux pas admettre, moi. On en a parlé ce matin, puisque le président a posé des questions très directes et très intimes à Jacques Viguier. C'est pas facile d'entendre quelqu'un d'autre parler de cela, et ça sera pas facile pour vous d'en parler sans doute. C'est pénible de l'entendre. C'est un déballage qui est lourd, qui fait mal. Et que vous dire, bon, quand ça vous touche de près, c'est pénible, c'est atroce de se mêler de la vie privée des gens comme ça, d'y fouiller comme ça. On a l'impression d'être des charognards. Bon, Madame Petit, il va falloir y aller. L'audience va reprendre. On y va. On va encore passer une mauvaise après-midi. Je vous donne le chocolat. Merci. Au tribunal, l'après-midi du 2e jour d'audience est consacré aux infidélités de Jacques Viguier. Le professeur de droit a eu plusieurs maîtresses. 4 ont été convoquées à la barre. Elles décrivent un Viguier aimant et attentif. Ces témoignages intimes mettent la salle mal à l'aise. À la sortie, Maître Dupont-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, refuse toujours de parler à la presse. Écoutez, on fera un point sur la personnalité de M. Viguier quand on aura terminé l'examen de sa personnalité. Dommage, bien tenté. Bon, bien tenté. Antoine Armand, journaliste de France 3 Toulouse, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un peu frustré ici. Ouais. Bah, ça fait 2 jours, la défense ne parle pas du tout, quoi. Donc, il n'y a rien. C'est une stratégie, hein. Mais c'est sûr que c'est une stratégie parce que même nous, ça nous bloque. Ça nous limite. On ne va pas réinterviewer une fois de plus les parties civiles puisqu'on n'a même pas la défense. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie qui marche bien. En fin d'après-midi, Jacques Viguier s'installe avec ses avocats à une terrasse de café.
Après les audiences consacrées à la personnalité de l'accusé, Maître Dupond-Moretti craint que les infidélités de son client ne jouent contre lui. Dans une affaire de cette nature, de l'homme infidèle, on voudrait faire un meurtrier. Or moi, je crois en la souveraineté populaire et je veux que les jurés viennent ici avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. Et qu'il y ait parmi ces juges des gens qui ont divorcé, qui ont été infidèles ou qui ont eu à connaître l'infidélité de leur conjoint. Parce que c'est pas parce qu'on a été infidèle et qu'on n'a pas été un mari parfait, ce que Jacques Viguier revendique, sans aucune fierté et sans fanfaronnade, qu'on est le meurtrier de sa femme. Les 2 premières journées se sont plutôt bien passées pour le camp Viguier. À l'heure de l'apéritif, tournée de bière pour tout le monde. Mais Jacques Viguier lui commande un lait au chocolat. Le soir, retour au gîte. 19h, et voici le journal. 8 heures d'audition par le président pour mieux comprendre non pas qui était Jacques Viguier, mais qui était le couple Viguier. Jacques Viguier collectionnait, lui, les maîtresses, une dizaine avant et pendant le mariage. Suzy Viguier, elle, découchait 3 jours par semaine et invitait même son amant régulièrement à la table familiale. On découvre... Je pense que les journalistes se sont enfin rendus compte de ce que j'étais, ce que pouvait être aussi Suzy et ce que pouvait être notre couple qui avait subi une évolution très forte au cours du temps. Et ça aussi, ça vous conforte dans l'idée que demain matin, vous devez être aussi bon qu'aujourd'hui, le jour précédent? Il n'est pas question d'être bon, il est question de dire la vérité. Demain et les jours suivants, ce seront des témoins, donc j'aurai moins à intervenir. 20h. Salut. Alors? T'as eu du mal à trouver? Ouais, j'étais au cancer d'orientation, je me suis perdu, Martine est venue avec moi. Très bien. Un ami de Jacques Viguier vient le chercher pour l'emmener au restaurant. Serge Regour est un collègue de Jacques Viguier à la fac de Toulouse et son ami depuis 30 ans. C'est ta faute alors si elle elle faisait un mauvais copilote. Non, je pense que ça se passe bien. Bon, t'as dormi? Tu arrives à récupérer? Dormir, pas trop. Oui, il faudrait que je dorme plus, bon. Les 2 hommes reviennent sur quelques échanges surprenants avec le président Ricardi dans la salle d'audience. J'ai vu dans la dépêche qu'il y a eu un échange sur les films d'Hitchcock. Oui. Tu t'as dit, c'était hier, à quel film vous fait penser votre affaire, c'est ça? Non, il a parlé... C'est comme ça qu'ils ont rapporté le truc. Il a parlé en général, puis après il est venu plus précisément dire, mais il y en a un qui rappelle votre affaire, voilà. Un faux coupable, avec Henri Fonda. Et lorsque vous avez évoqué Hitchcock, il n'a pas évoqué une femme disparue ou... Non, il ne s'est pas permis d'évoquer ça, non. C'est vrai que j'y ai pensé plusieurs fois, de même, le fait qu'on habitait rue de l'Arlésienne, moi ça m'a semblé toujours quelque chose de prémonitoire. L'Arlésienne, on ne la voit jamais, puis Suzy, on ne l'a plus vue. 3e jour d'audience. Serge Regour, l'ami de 30 ans, est convoqué à la barre comme témoin. Il défend Jacques Viguier. Le truc est en train de se dégonfler, mais le portrait qui a été donné de Jacques Viguier avant le premier procès, le notable hautain, soucieux de son image, qui aurait supprimé Suzy parce qu'il ne peut pas accepter l'infamie d'un divorce, mais c'est un scénario d'un mauvais scénariste de série B, d'une mauvaise télévision, parce qu'il est tout le contraire. Hein? Et ce n'est pas l'homme que vous connaissez. Il y a 30 ans que je le connais, ou alors je ne connais personne. À ce moment-là, je peux dire que je ne connais même pas ma femme et mes enfants. Le même jour, Sylvie Fabre, une collègue de Suzanne Viguier, est elle aussi convoquée comme témoin. Elle dresse un tout autre portrait de Jacques Viguier. Selon elle, il était violent et il battait sa femme. Sylvie Fabre est professeure de danse. Elle a retrouvé des images de sa collègue datant de juin 1998. Ce soir-là, Suzanne Viguier encourageait les enfants après un spectacle de fin d'année. C'est pas seulement un spectacle, c'est aussi du travail toute l'année. Et parfois, il y en a qui veulent aller plus loin. C'est pas toujours facile. Il faut déjà passer le concours du conservatoire. Ben, ça fait beaucoup d'émotions parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas revu, parce que c'est difficile de la revoir, voilà. Elle m'avait déjà parlé de divorce, mais elle avait très peur parce qu'elle disait que son mari l'avait menacée. Comme je l'ai raconté à l'audience, j'ai vu qu'elle avait un cocard à l'œil. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, où elle m'a répondu que depuis quelque temps, les portes se déplaçaient beaucoup dans la maison.
ils en étaient arrivés à se battre tous les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il semblerait qu'elle en ait eu assez et qu'elle se soit d'abord défendue et puis battue elle aussi. À ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, quand dans un couple on en arrive à ça, je ne vois pas ce qui reste et ce qui reste à sauver. Je pense que même pour les enfants, ça serait plus serein, effectivement, que vous vous sépariez. Vous ne pouvez pas continuer à vivre un couple qui se bat. Jacques Viguier a toujours démenti avoir battu sa femme. Deuxième semaine de procès. La Cour doit étudier le comportement bizarre de Jacques Viguier après la disparition de sa femme, ses déclarations contradictoires, son alibi invérifiable. Maître Spinner, l'avocat d'une des sœurs de Suzanne, arrive au tribunal d'Albi. Il a encore la tête dans les résultats de rugby du week-end. La vérité est cruelle. Le Stade français a pris une raclée. Jacques Viguier arrive à son tour. Ce jour-là, la Cour étudie la personnalité de Suzanne Viguier. À l'heure du déjeuner, à 2 pas du tribunal, Antoine Armand, le journaliste de France 3, déjeune avec Maître Debuisson, l'un des avocats de l'accusation. Non mais si c'est tout sévère pour me faire parler et me faire livrer les secrets, comment m'avez mis ça pour me faire boire, pas tout à fait disposé. À boire oui, mais pas à livrer les secrets. Si, au 5e, j'aurai le dernier secret. Ouais. Oh là là. Jacques Riccardi, le président du tribunal, arrive à son tour. Suivront les jurés, la brasserie et le QG de la plupart des acteurs du procès. Je vous dirai bonjour après. Ça va? Bon appétit en tout cas. Merci. 7e jour de procès. Jacques Viguier est inquiet. Jacques Lévy, son avocat toulousain, le rassure avant l'audience. Non, non, ça va aller. Je sais que ça va aller. Tu te dis ça pour me... Non, non, je te jure que non. Donc tu vois, la journée d'hier s'est très bien passée finalement, alors qu'on pensait que c'était moyen. Et deuxièmement, il faut absolument que tu sois détendu et que tu répondes sans t'énerver. Pense aux choses qu'on a vues, ne pas parler vite, ne pas être trop tendu. Tu te recules sur ta chaise. T'entends, Jacob? Et puis alors après, bon, je ne sais pas sur quoi il va commencer, on va bien voir. Ce jour-là, le tribunal doit étudier la journée cruciale du 27 février 2000, jour de la disparition de Suzanne Viguier, chez elle, vers 4h30 du matin, de retour d'une partie de tarot. La question qui se pose sur le 27, comment on peut habiller ce qui reste un peu en suspens? Tu l'as vu, tu l'as pas vu? Moi, je crois que ce qu'il faudrait, la position qu'on avait arrêtée d'ailleurs. Une forme. J'ai dit, écoutez, moi j'ai vu une forme, je pensais que c'était dimanche matin, je pensais que c'était elle, voilà. J'ai pensé que c'était elle, c'est tout. J'ai dit les choses comme je les ai pensées. J'étais persuadé qu'elle était là. Bon, ceci étant, je ne l'ai pas vue réellement. Hein? Oui, c'est une garde à vue qui font un peu pression et puis... Oui, après, bon, on insiste, mais en fait, en réalité, moi j'ai entrouvert la porte, et l'endroit où j'entrouvrais la porte, je ne pouvais pas voir précisément si elle y était. Moi, si ma fille dit qu'elle n'y était pas, c'est qu'elle n'y était pas, j'en sais rien. Hein? D'accord? De toute façon, je suis à côté de toi, et il n'y a pas de problème. J'ai parlé là-bas, je vais t'en L'audience commence, mais coup de théâtre. Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, cuisine une baby-sitter du couple, Séverine. La jeune femme craque. Elle avoue qu'elle est retournée en compagnie d'Olivier Durandel, l'amant accusateur, dans la maison des Viguier, 2 jours après la disparition de Suzanne. Elle ne l'avait jamais dit. Elle avoue donc, devant le tribunal, avoir fait un faux témoignage à la demande d'Olivier Durandel. Consternation générale, l'audience est suspendue. La tension est à son comble, l'une des sœurs de Suzanne Viguier craque, l'autre répète que la manipulation d'Olivier Durandel ne change rien. Pour moi, ma conviction reste la même. Pour moi, c'est Jacques Viguier et voilà. Et j'aimerais bien que Olivier Durandel arrête de mener son enquête à côté et laisse faire la justice. Moi, je crois à la justice, donc voilà, Jacques Viguier va être condamné. Mais pour les journalistes, le rebondissement est de taille.
La babysitter, principal témoin de l'accusation, est décrédibilisée et Olivier Durandais se retrouve en mauvaise posture. La technique de la défense consiste à faire parler Olivier Durandais plus que Jacques Viguier. Dans un débat, c'est réussi, étayé en plus par des preuves de faux témoignages, comme aujourd'hui, pour la jeune témoin. Pour cela, la jeune témoin encourt une peine de 5 ans de prison. J'étais avec Corinne Moret. Ouais, je vais l'appeler juste après. Oui, c'est bon, là. Je sais pas si ça change le fond vraiment, mais... Non, sur le fond, ça laisse... C'est un boulevard. C'est un boulevard pour la défense. Pour la défense, c'est sûr. On ne sait pas s'il a, voilà, ce que je disais, s'il a tué ou pas effectivement Viguier. Par contre, il y a tellement de trous dans l'enquête que là, c'est un trou encore plus gros et qui fait que on peut pas. C'est difficile de condamner un mec avec des trous dans l'enquête. On découvre des trucs comme ça 10 ans après. Ouais. C'est sidérant. Enquête à la mal faite. Mais enquête mal faite et à charge. Enquête à charge. Je sais pas. J'ai en tout cas. Enfin, je sais pas, il nous reste une semaine et demie, on va encore découvrir des choses. Jean-Christophe Muller, le procureur d'Albi, fait irruption dans la salle de presse du tribunal. Il annonce qu'Olivier Durandais, l'amant accusateur, vient d'être interpellé par la police pour subornation de témoins. Donc Durandais est en garde à vue depuis un quart d'heure. Il va être entendu donc, par les services de police que j'ai saisis. Le procès semble avoir basculé. Ce soir-là, l'affaire Viguier refait l'ouverture des journaux. De retour au gîte, Jacques Viguier retrouve son cousin Stéphane. Olivier Durandais, l'amant de Suzanne Viguier, en a-t-il trop fait? Le principal accusateur de Jacques Viguier s'est retrouvé à son tour en garde à vue, accusé de subornation de... Ça me paraît positif, mais moi je vois que le négatif. Donc je suis fatigué, je suis pas bien. Pour moi, c'est pas bon. Vous devez encore être un peu combatif, au moins. Oui, il faudrait, mais je n'arrive pas à être en forme. Voilà. Enfin, vous êtes quand même rendu compte que c'était passé un truc incroyable. Pas autant que ce que me disent mes avocats. Ou alors c'est parce que vous êtes trop dans cette souffrance depuis 10 ans et que vous ne réalisez pas, mais tout le monde a réalisé, Jacques. Je ne sais pas si tout le monde a réalisé. Quand je vois les avocats de la défense qui disent rien n'a changé, l'avocat d'accusation plutôt. Il est dans son rôle, Jacques. Il est dans son rôle. Hein. Là, ceci dit, il est un peu embarrassé, quoi. Il sort les rames, là, quand même. Hein. Il commence à toucher le sable. Tu veux du jaja? Juste pour goûter comme ça. Un petit peu, parce que je sais que tu peux pas trop en boire. Merci. Bon, moi je vais faire un effort exceptionnellement, hein, n'est-ce pas? Tu t'es servi de verre. Oui, non, ça c'était pour le bouchon, c'était pour faire smart. On le boira après quand même, on va pas gâcher. De retour à leur hôtel, les avocats de Jacques Viguier savent qu'ils viennent de gagner une bataille importante, mais pas encore l'acquittement. Il vous reste encore 8 jours pour plaider l'innocence complète de votre client, puisqu'il a déjà été acquitté en première instance. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant? Mais non, mais c'est pas 8 jours pour convaincre qu'il est innocent, c'est 8 jours pour qu'on nous apporte la preuve de sa culpabilité, vous voyez. Déjà, ça c'est l'essence de nos règles. Et pour le moment, je dois dire que ça fait singulièrement défaut. 8e jour du procès. Le tribunal doit étudier les charges qui pèsent contre Jacques Viguier. Le sac à main de Suzanne, par exemple, retrouvé caché dans la maison. Ou la disparition d'un matelas sur lequel dormait son épouse. Selon l'accusation, le meurtre aurait pu être commis sur ce fameux matelas. Mais Jacques Viguier l'a jeté dans une déchetterie et il ne peut pas expliquer pourquoi. Justification confuse. Sur la disparition du matelas, il ne convainc pas. Aux côtés de ses avocats, Jacques Viguier précise que ce matelas était symbole des infidélités de sa femme. Problème, l'existence de l'amant ne lui est révélée que le lendemain en garde à vue. Il voulait, explique-t-il à la cour, punir son épouse en jetant sa couche, alors que le matin même, il déposait une plainte pour enlèvement au commissariat. Là, avec cette histoire de matelas, on se dit que c'est quand même bizarre. Et donc c'est une journée où effectivement les choses sont quand même plutôt à charge pour lui. Et même si on essaye d'être impartial, j'ai eu le même sentiment l'an dernier. C'est le moment où on se dit il est peut-être coupable. La fin de la 2e semaine a été difficile pour Jacques Viguier. Il s'est enfermé chez lui à Toulouse et il ne veut plus voir personne. Il ne répond plus à ses proches au téléphone. Le dimanche,
Inquiet, son cousin Stéphane vient aux nouvelles. Salut Jacques. Salut, salut. Ça va? Non, je suis fatigué. T'es toujours crevé? C'est toi, c'est toi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as dormi? Je suis resté au lit. Ouais, ta petite mine. Hein. Ta petite mine. Ouais, mais c'est... je sais pas. C'est l'aspect dépressif qui domine là. Ouais. T'as eu la force de te doucher quand même, de te préparer, de te laver au moins ce matin? Non, pas de force de quoi que ce soit. T'es resté en pyjama tout le week-end là? Ouais, hier aussi? À peu près, oui. Bon, il faut que tu te requinques. Hein. Ouais, j'ai du mal à parler parce que j'ai envie de me coucher sans discuter. Ouais. Que ce soit. Je me suis levé parce que c'est toi. Mais bon. Mais on est en droit d'être optimiste aujourd'hui. La logique veut quand même que devant tant d'évidence, le bon sens va l'emporter. Ouais, j'ai du mal à être optimiste, vraiment du mal. Parce que t'es crevé. Je vois tous les aspects négatifs et pas l'aspect positif. Les gens me disent qu'il y a beaucoup d'aspects positifs comme toi, mais moi j'ai tendance à voir un côté négatif. Ça va quand même, je te sens réattaqué là. Je sens que ça réembrait. Hein? C'est optimiste. Depuis 8 ans, Jacques Viguier suit un traitement pour soigner une dépression sévère. Troisième et dernière semaine du procès. Olivier Durandais, l'amant de Suzanne Viguier, doit témoigner. Dans quel état d'esprit vous arrivez aujourd'hui? Après. Il est tendu. Vous allez donner plus d'explications aujourd'hui? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Après le coup de théâtre de la semaine précédente et sa garde à vue pour subornation de témoins, ses explications sont très attendues. Maître Dupond-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, attend Olivier Durandais de pied ferme. Il a promis de le broyer selon ses propres termes. L'avocat a bien l'intention de démontrer que le principal accusateur du dossier a influencé policiers et témoins. L'amant de Suzanne Viguier passe 6 heures sur le grill. Face à Maître Dupond-Moretti, il résiste. Mieux encore, à la surprise générale, il finit par retourner la situation en sa faveur. Il reconnaît ses maladresses, mais il convainc la cour qu'il a toujours agi par amour. À ce moment du procès, Maître Dupond-Moretti pense qu'il a perdu la partie. Il confiera aux journalistes que Jacques Viguier risque désormais d'être condamné. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Monsieur Durandais, une réaction sur ces 6 heures d'audition? C'est long, c'est éprouvant. Bon, j'ai pu essayer de dire encore une fois tout ce que j'avais à dire. Voilà, et puis juste qu'en matière de mensonges, j'avais trouvé mon maître aujourd'hui. C'est tout. Merci. Merci. Il a été très bon parce qu'en fait, il est rentré comme quelqu'un effectivement qui avait influencé les témoins, qui avait manipulé, un menteur-manipulateur comme a dit Maître Dupond-Moretti. Il est ressorti comme l'amant un peu perdu qui recherche encore sa maîtresse avec effectivement parfois de la maladresse. Mais, donc il a réussi, je pense, son opération. On le voit bien un petit peu hautain, en train de vouloir tenir tête à Dupond-Moretti. C'est vraiment ce qu'on a vécu, c'est vraiment ça. Là aussi. Un Durandais, voilà, ouais, là aussi, voilà. C'est vraiment un Durandais qui parle au président et qui tient tête à l'un des meilleurs avocats de France, quoi. Donc c'est vraiment ça, ouais. Ouais, l'ambiance c'est bien. Bravo. Bien retranscrit, ouais, c'est fort. On a surestimé votre rôle dans l'affaire. Oui, mais vous savez très bien que pour détourner les soupçons de quelqu'un, rien de mieux que de trouver quelqu'un d'autre. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours lui qui est mis en examen, c'est pas moi. Le lendemain matin, nouvelle audience cruciale. Au 12e jour du procès, Robert Saby, le commissaire qui a supervisé l'enquête, doit témoigner. Pour lui, il n'y a qu'un seul coupable possible dans cette affaire, Jacques Viguier. Au cours de l'audience, le président Ricardi fait écouter plusieurs écoutes téléphoniques
réalisées pendant l'enquête. Dans l'une d'elles, on entend le commissaire Sabi parler très durement à la mère de Jacques Viguier. Restez sa mère, d'accord? Comment? Ne vous mêlez pas de quoi? Ne vous mêlez pas de cette affaire. Restez simplement comme vous l'avez été depuis 43 ans, sa mère, de discuter avec lui, parce que faute avouée est à moitié pardonnée. Et dans son affaire, il a dégoupillé, il me l'a refroidi à sa femme, parce qu'elle voulait divorcer et que c'était imminent. Le lundi 28, elle avait rendez-vous chez un avocat, et lui, c'était insupportable, ça. Bon, il l'a refroidi, il le reconnaîtra pas, c'est pas un problème. Moi, je fais une enquête. Il l'a refroidi, mais vous avez un drôle de mots, vous, pour dire les choses. Mais le seul Moi, vous problème, voyez, je suis pas aussi blasé que vous. Son seul problème, ça va être de savoir s'il aura un jour du remords. Hop, ah voilà. Après avoir défendu son enquête, le commissaire Sabi quitte le tribunal. La principale faiblesse de son enquête est qu'il n'a pas réussi à produire de preuves irréfutables de la culpabilité de Viguier. Au gîte, nous retrouvons Jacques Viguier avant son départ à l'audience. À 3 jours du verdict, il va de plus en plus mal. Vous n'avez plus du tout d'appétit, là. Si, je mange. Mais là, j'ai pas envie. Vous avez un regard tellement triste. Ouais, je sais pas. On se demande ce qu'il y a derrière ce regard-là, d'abord. De la tristesse. Voilà. Tristesse. De l'inquiétude pour samedi. Vous pensez à quoi, là, tout de suite? Moi, je pense à rien, simplement à vouloir être acquitté, à vouloir être acquitté, à vouloir être acquitté. C'est tout ce que je pense. Papa? Oui? T'as rien à faire jusqu'à maintenant. Tu peux manger un peu? Le passage de l'amant, le passage du commissaire, c'était pénible. En plus, j'essayais de répondre un petit peu au commissaire, mais 2 minutes sur 8 heures, ça ne fait pas grand-chose pour me défendre. Donc l'accusation était vraiment féroce. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait mal. Ce jour-là, le procès va à nouveau basculer. Ce sont les enfants de Jacques Viguier qui doivent témoigner. Durant l'audience, Clémence, 20 ans, se lève et dit en parlant de son père « S'il était si horrible, on ne serait pas là tous les trois à aller bien. » Guillaume, 17 ans, ajoute « Je suis dégoûté, il est détruit depuis l'affaire. Le matelas n'est pas une preuve. » Et Nicolas de conclure « Je sais que notre père est innocent. » À la fin de l'audience, Jacques Viguier a retrouvé le sourire. Comme lors du premier procès, le témoignage de ses enfants devrait peser lourd. Le soir, Jacques Viguier retrouve ses proches. Le soulagement général est perceptible. Stéphane Viguier, le cousin, félicite les enfants pour leur plaidoyer au tribunal. Vous qui avez été assez extraordinaire, monsieur, aujourd'hui. Je dirais même que vous aviez presque autant de talent que votre parrain, mon petit. Ouais, finalement, celle qui a eu le plus de monde, c'est Clémence. Clémence passe la première. Non, en fait, moi, je ne maîtrise pas le micro. En fait, ça me perturbe. Trop près, tu fais pff, 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 et trop loin, ne t'entends pas. Puis je te voyais rouge de partout, le cou qui redevenait rouge, le visage rouge complet. Je crois que même le président a été touché. Si, mais faut pas rêver non. Faut pas faire de pronostics. Non, ça, on n'en fera pas, non, ça c'est sûr. Est-ce que vous sortez de là en vous disant que c'est bien, j'ai pas fait de boulette Je suis pas soulagé parce que ce que j'ai dit, c'est ce que je dis depuis le début, donc... Enfin, y a rien j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs. Bien sûr, j'ai oublié plein de trucs. Mais... Non, puis nous, on n'avait pas... Vous aviez rien calculé de spécial? Non, on est arrivé, on a dit ce qu'on avait à dire et c'est tout. Ce qu'on a envie de dire au fond, c'est que la décision qui va arriver dans 2 jours, enfin, pour nous, elle apporte rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est que et ça on aimerait tellement que les jurés aient la possibilité de le faire, de dire
maintenant, faites d'autres recherches. Enfin, même si c'est 10 ans après, nous, on se dit, s'il y a un truc à... Il y a des trucs qui sont apparus pendant ce procès. Alors, si on creuse un petit peu, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir ? Et on se dit, à qui on peut le demander ça... Vendredi matin, veille du verdict. Au revoir. Jacques Lévy, l'avocat toulousain de Jacques Viguier, se rend au tribunal. Il va plaider l'acquittement. Vous savez, ce qui est le plus terrible, c'est si jamais il est condamné, de voir ce garçon qui est libre partir entre deux gendarmes directement à la prison. C'est terrible à voir ça. On est toujours inquiet avant un verdict. On a toujours une inquiétude parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le délibéré. On ne sait pas du tout l'impression qu'on peut avoir de l'audience. Ce n'est pas forcément l'impression qu'ont le juré. On ne peut absolument pas savoir. On est dans l'incertitude absolue. C'est un peu la roulette russe en fait. Oui. Mais la prison remplace la balle. La parole est d'abord à l'accusation. Maître Debuisson, l'avocat d'une des sœurs de Suzanne Viguier, estime que Jacques Viguier a assassiné son épouse vers 10 h du matin. Mais Maître Spinner, l'avocat de l'autre sœur, penche plutôt pour une dispute qui aurait eu lieu vers 5 h du matin. 2 scénarios pour un seul crime, Marc Gobert, l'avocat général, dans son réquisitoire, en appelle à l'imagination des jurés. Il requiert 15 à 20 ans de prison. Pour la défense, Jacques Lévy répète qu'il n'y a aucune preuve. Il demande l'acquittement. Fin de journée, au gîte, les Viguier font le ménage. Et la dame, tu n'as pas vu la dame? Elle t'a pas dit de pas faire le ménage? Non, elle a failli, mais c'est son mari qui a répondu. Le lendemain, ils quitteront définitivement les lieux. À 24 h du verdict, Jacques Viguier a repris du poil de la bête. Oui, mais là, je me suis redressé un petit peu, oui. C'est vrai que même mon débit de parole, je le vois, est plus rapide. Donc je suis mieux en réalité. Je reviendrai presque un peu comme au début, quoi, où j'étais plus en forme. Il y a toujours une angoisse. L'angoisse du verdict, bien sûr. Hein. Quand Lévy exprimait ce que je pensais, c'est-à-dire j'ai peur, c'est évident qu'on ne peut qu'avoir peur du verdict, c'est clair. On ne peut qu'avoir peur. Le premier procès, Jacques Viguier, on l'a dit, a été sauvé par ses enfants. Antoine, est-ce que ce sera la même chose ici à Albi? Alors oui, effectivement, en tout cas, les enfants ont été entendus hier avec beaucoup d'émotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants refusent cette hypothèse de dire que c'est eux qui ont acquitté leur père. Pour eux, c'est le vide du dossier qui a acquitté, en tout cas le doute qui existe, qui a acquitté leur père. Si effectivement, ils ne sont pas considérés comme la meilleure défense de Jacques Viguier, ils sont en tout cas un atout majeur pour les Première instance, franchement, j'étais sûr que ça pouvait pas, que papa rentrerait avec nous, mais là, cette fois, il y a beaucoup plus de doutes, on a beaucoup plus de choses, on est rentré beaucoup plus loin. Non, c'est pas qu'il y a plus de doutes. Non, il n'y a pas plus, c'est juste que ça commence à traîner en longueur et qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Enfin, c'est dur de se dire demain, c'est une micro-fin de quelque chose. Parce que pour nous, donc c'est pas la fin, mais... Enfin... Ce serait important. Comment dire, ouais. Vous allez bien dormir? C'est pas une fin, mais c'est le début de quelque chose. Vous allez bien dormir cette nuit tous les trois? Oui, on verra. Hein. Ça dépend si Clémence rentre. On est en pleine période de bac blanche. Et de toute façon, pourquoi tu voudrais monter? Non, et puis eux, il faut qu'ils bossent, ils ont le bac blanc. Donc, Jacques, il peut venir. Voilà, hein, et puis elle travaille aussi. Bon, on va monter, Samedi matin, 7 h 30. La ville d'Albi se réveille doucement. Dans 12 heures, Jacques Viguier sera fixé sur son sort. L'intendant du tribunal ouvre la salle d'audience. À l'extérieur, une centaine de badauds attendent. Certains sont ici depuis 5 h du matin. Ils veulent assister au verdict à l'intérieur du tribunal. On veut s'asseoir! On veut s'asseoir!
9h45. Dans la salle d'audience, Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, est tendu. Il va devoir prononcer la dernière plaidoirie de la défense. « Je n'aime pas ce procès », annonce-t-il d'emblée, « parce que je suis la dernière voix d'un homme qui a perdu la sienne. Ce procès, ajoute-t-il, est devenu un concours l'épine de l'hypothèse. » Il parle 1h30 et il réclame l'acquittement. À la fin, Jacques Viguier attrape le micro et dit d'une voix claire « Je vous supplie de me rendre ma dignité d'homme pour les enfants et pour Suzy. » Ah, c'était ouf. Ah ouais, c'était touchant. Ça donne des frissons. Oh là là. Ouais, et moi je pensais pas même qu'une plaidoirie, ça pourrait être... Alors maître de Buisson, est-ce que vous avez vu cette plaidoirie? La forme était très bonne, hein, on s'y attendait, mais ce que je trouve, c'est que bon, ça va dépendre du président maintenant. Quand on revient aux éléments matériels, l'analyse des éléments matériels ne permet pas de dire que bon, il est revenu en détail suffisamment pour convaincre qu'il n'était pas coupable. C'est quoi cette histoire de phrase là? J'ai pas compris. Sur l'innocence, moi j'ai pas du tout ça. Alors, Jacques Viguier se lève pour la première fois, il est écarlate. Je viens de vivre 10 ans d'horreur et de chemin de croix. Je demande. Rendez-moi ma redonner ma dignité. Rendez-moi. Non, je vous demande de me redonner ma dignité d'homme pour mes enfants et pour Suzy. Pour moi, les enfants et Suzy. Non, moi j'ai écrit, je vous supplie. Je vous supplie. Rendonnez-moi ma dignité d'homme. Pour moi, les enfants et Suzy. 11h15. Les 12 jurés, le président du tribunal et ses 2 assesseurs se retirent pour délibérer. Il faut 10 voix pour que la culpabilité soit retenue. Les délibérations du jury durent 5 heures. À l'extérieur, la foule des badauds ne cesse de grossir. Ils sont maintenant plusieurs centaines à attendre le verdict. 16h30, les portes de la salle d'audience s'ouvrent. L'avocat Jacques Lévy embrasse Clémence Viguier. L'acquittement vient d'être prononcé, comme lors du premier procès. L'épilogue de 10 ans de cauchemar judiciaire. Acquittator a le triomphe modeste. Qu'est-ce qui a gagné dans ce procès? On se calme, on se rassied pour ceux qui se lèvent. On est bon. Je voudrais simplement vous dire que la cour d'assises du Tarn n'a pas manqué ce soir son rendez-vous avec la justice. Comment vous... Ça n'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. Et pardonnez-moi de vous le dire, c'est vraiment la moindre des choses. Comment vous expliquez ce long calvaire judiciaire? Maître Lévy, l'avocat toulousain de Jacques Viguier, sort sous les applaudissements. Une belle journée? Ah oui, ça va. Ça, là, ça va pas mal. Hein. C'est une bonne journée aujourd'hui. Ouais. Après tout ce temps. Merci. Bravo, Non, c'est pas fini. Vous cherchez qui alors? Jacques Viguier. On veut la féliciter. On va féliciter Jacques Viguier. C'est très important de le féliciter. Avec toute la souffrance qu'il a eue. Jacques Viguier et sa famille ont quitté le tribunal par une porte dérobée. La preuve. À Toulouse, Olivier Durandet, l'amant de Suzanne Viguier, a appris l'annonce du verdict dans sa voiture. Je trouve juste dommage pour Suzy. Ouais, je suis vraiment triste pour elle ce soir. Je suis triste pour sa famille, je suis triste pour tous ses amis. C'est comme ça. C'est pas grave, Jacques. Jacques Viguier est rentré à Toulouse. Son cousin Stéphane et son épouse ont organisé une petite réunion entre amis pour fêter l'acquittement. Bon, allez. À la tienne, à la victoire, en espérant que la nouvelle vie sera agréable et bien meilleure. Hein? Allez, à bientôt. À la vôtre. À la vôtre. Après 10 ans de lutte, sois un homme.
Et d'avoir ce soir autour de vous tous ces amis qui n'ont pas démérité depuis 10 ans et qui vous soutiennent, ça a été aussi une force. Mais c'est pas de les voir ce soir, c'est de les voir depuis 10 ans qui est important. Ils sont là depuis 10 ans, à attendre la même chose que moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens heureux ce soir, parce que j'ai beaucoup d'amis. Il n'est plus possible de douter de quoi que ce soit. C'est tout, c'est terminé, terminé. Et il n'est plus question que jamais on accuse Jacques du meurtre de sa femme. Voilà. Jacques Viguier a décidé d'attaquer l'État français pour obtenir réparation des 9 mois passés en prison. À titre exceptionnel, le président du tribunal, Jacques Riccardi, a accepté de nous recevoir après le verdict. La décision d'acquittement me semble une décision normale, telle que le dossier avait été construit, telle que l'audience l'a révélé dans toute sa totalité, notamment à travers des écoutes téléphoniques auxquelles la défense n'avait pu encore accéder, qui penchaient peut-être plus vers la défense que vers l'accusation. Au final, les grands principes ont été respectés, la présomption d'innocence et le doute qui doit toujours profiter à l'accusé. Au terme de cette affaire hors norme, il reste tout de même une question. Une question à laquelle la justice n'a pas permis de répondre à ce jour. Qu'est-il arrivé à Suzanne Viguier, l'épouse disparue, le 27 février 2000 ?